Ce sont les grands sculpteurs de l'Antiquité qui enseignèrent à Aristide Maillol l'amour des corps nus, le mystère des volumes et le rythme du mouvement. L'adolescent se révéla au bord de la Méditerranée, parmi les vignes, près de la péninsule espagnole, à l'ombre des Pyrénées. Aristide Maillol atteignit la plus haute maîtrise dans tous les domaines où s'exerça son génie, que ce soit des tapisseries ou des sculptures, des dessins ou des gravures sur bois, toutes ses œuvres frappent par leur simplicité harmonieuse. Maillol fut l'artiste de la sincérité et de la beauté calme. Retiré à Banyuls depuis 1939, sa longue existence de création fut interrompue par un accident de voiture alors qu'il travaillait à une dernière sculpture restée inachevée. Elle porte un titre évocateur et en quelque sorte testamentaire, Harmonie. Maillol est né à Banyuls-sur-Mer, dans un milieu relativement simple, un milieu à la fois de commerçants, il faisait pas mal de cabotage avec l'Afrique du Nord, un milieu bien sûr de paysans, de vignerons et un milieu de pêcheurs. Mais rien de tout ça ne le prédisposait particulièrement à aller vers la peinture et encore moins la sculpture. Si rien ne l'y prédisposait, le désir le tenaillait. C'est dans la maison familiale, en assistant à la découpe d'un pain de sucre, qu'il trouva le matériau de sa première toile. En mangeant les petits morceaux de sucre qui tombent sur la fameuse toile cirée, il s'aperçoit que l'envers de cette toile pouvait très bien faire la toile de son premier tableau. Dans la nuit, il va dérober les ciseaux dans la couture de sa mère et descendra couper un angle de la toile qui est replié sur la table, parce qu'elle est fermée. Forcément, il se dit, avant qu'on trouve ça, je serai loin. Et il ira le lendemain sur la plage faire une petite marine, l'une des toutes premières marines qu'il fera. C'est bien construit, les couleurs ils sont chaudes, c'est charmant comme petit tableau. Il n'a pas de chance. Bien peu de temps après, on a besoin de la table. Alors évidemment, vous l'avez compris, on l'ouvre et le morceau qui manque, il est sur le mur. Vous savez, à l'époque, les réprimandes, ça rigolait pas. Hein. Bon, mais pour dire que ce petit garçon a de la suite dans ses idées, ça ne va pas le décourager pour autant. Il veut être peintre et il le sera. Alors il y a un enchaînement de choses, mais qui semble très naturel. C'est-à-dire que la vocation, on sent qu'elle est là très tôt. Et ça, c'est vraiment caractéristique de Maillol. Maillol est quelqu'un qui a vraiment une force intérieure et donc qui semble suivre un certain chemin. Alors même s'il ne se trouve pas
véritablement son médium artistique tout de suite. En revanche, la vocation est là et dès le collège, il dessine beaucoup. Et notamment, il est marqué par des cours de dessin dispensés par un professeur polonais. Et ce brave professeur, il disait pour retenir son nom, c'est pas difficile, il suffit d'éternuer. Il s'appelait Archimovitch. Essayez, vous verrez, ça marche très bien. Et bizarrement, le maître, à ce moment-là, se détourne un peu de lui. On ne connaît pas les raisons exactes. Donc ensuite, il commence à dessiner seul au musée. Il obtient l'autorisation pour dessiner seul dans le musée de Perpignan. Il se fait chasser après un épisode de suie. En fait, il dessine jusqu'au tard, à la lumière de la bougie. Et la suie vient se déposer sur un des murs du musée. Et donc, le professeur le chasse en lui disant qu'il va provoquer un incendie. Il rencontre à Banyuls un jeune qui venait de Paris, qui va lui dire « Cher ami, si tu veux faire de la peinture, c'est pas ici, dans ce petit village, il faut monter à Paris. » Mais à l'époque, vous savez, on ne monte pas à Paris comme ça. Hein. Mayol s'est rendu à Paris, oui, parce qu'il voulait essayer d'entrer à l'école des Beaux-Arts, persuadé que c'était la seule façon de devenir un artiste à la période à laquelle il vivait. Il est donc arrivé à Paris en 1882, il a raté le concours plusieurs fois de suite. Alors il y va quand même, et là, le gardien qui filtre les élèves qui rentrent, évidemment, consulte la liste, il n'est pas dessus. Il dit « Mais monsieur, vous ne pouvez pas rentrer ». Alors, il a l'air sympathique, ce brave homme. Et il lui pose la question, mais il lui dit, mais alors que tout le monde est rentré déjà, d'où êtes-vous à votre accent. Eh bien, je suis, en fait, pas loin de Perpignan, à Banyuls. À Banyuls, lui dit ce brave homme, mais on y fait un bon vin dans ce pays. Vous le connaissez? Oh, pas du tout, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Il revient chez lui vite fait, verse dans une bouteille un peu de Banyuls, parce qu'un Bagnoulin ne part jamais sans ses provisions, et il va porter à ce brave gardien une bouteille de Banyuls. Alors, vous l'avez compris, le gardien, complaisant, va fermer les yeux et dit, écoutez, mettez-vous au fond de la salle, soyez discret, et il va rentrer pour pouvoir suivre les premiers cours du professeur Cabanel. Il a fini tout de même par entrer à l'école des Beaux-Arts, mais il a passé à ce moment-là des années extrêmement difficiles, n'ayant pratiquement pas un sou. Et Mayol a pu bénéficier heureusement de l'amitié d'autres jeunes artistes, en particulier d'Achille Lauger. Et puis l'autre amitié qui a beaucoup compté pour lui au tout début, c'est celle de Bourdelle. Et la famille Bourdelle a été pour Mayol presque une seconde famille, une famille d'accueil, avant que plus tard il ne se brouille. Et c'est vrai qu'avec Bourdelle se nouent des liens extrêmement forts d'amitié. Lui se destine à la peinture, Bourdelle à la sculpture, et dans cette lutte pour trouver sa voie artistique, ces deux provinciaux trouvent vraiment des points communs et aussi, je pense, des vraies affinités intellectuelles. Les lettres entre Bourdelle et Mayol sont probablement les lettres les plus sensibles de Mayol. Après avoir passé 4 années chez Cabanel, il quitte l'école des Beaux-Arts avec la très nette impression de n'y avoir rien appris. C'est alors qu'il voit pour la première fois des toiles que Paul Gauguin vient de peindre en Bretagne et qu'il fait la connaissance de Maurice Denis, 2 événements d'une importance capitale pour son développement artistique. Sa grande découverte, ça va être la peinture de Gauguin. Là, il va être absolument subjugué, estomaqué. Fini les lignes de fuite. Là, ce sont des grands aplats de peinture qui donnent la profondeur. Gauguin va inventer un répertoire fabuleux de formes cubiques dans l'espace, de jambes repliées à angle droit, qui vont faire voir la profondeur. Et je dirais qu'il n'y a pas un tableau de Gauguin de cette période-là qui n'ait son équivalent tridimensionnel dans la sculpture de Mayol. Gauguin, il lui dit, il m'a montré une voie artistique. Donc ça, c'est très intéressant. À de très nombreuses reprises, il raconte comment Gauguin l'a sorti, comme il dit, des nuages de l'école.
Donc cette idée qu'il peinait à trouver sa voie, et en fait par cette idée de coller à sa particularité, à cette simplicité qui est la sienne depuis les débuts, de s'y tenir, de ne pas se laisser influencer par les différentes tendances artistiques, mais de vraiment suivre sa voie propre. Pour lui, il lui a montré ça d'ailleurs plus que stylistiquement quelque chose de très durable dans son art. Ce qui est vraiment aussi remarquable dans l'influence de Gauguin, on pourrait dire, c'est cette capacité qu'a Gauguin de passer d'un médium à l'autre et de ne pas considérer que les arts sont dans une hiérarchie et qu'aborder différentes disciplines artistiques enrichit en fait l'artiste. Et donc voilà, il n'y a pas besoin forcément d'avoir beaucoup de connaissances techniques pour se lancer dans tel ou tel matériau. Et ça, c'est vraiment Gauguin qui ouvre la voie. On peut dire que Gauguin a servi à Mayol. C'est par Gauguin que Mayol fera sans doute le grand sculpteur que nous avons aujourd'hui. Pour comprendre ce changement brusque chez Mayol, il faut se figurer le jeune artiste comme un abruti, ainsi qu'il se définit lui-même. Mais cet abruti s'efforçait à toute force de sortir de son état lamentable et de trouver sa voie. Il étudia d'abord intensément les chefs-d'œuvre du Louvre, avant de pousser les portes du musée de Cluny, où il eut une révélation en découvrant la Dame à la licorne. En effet, il admire énormément les tapisseries de la Dame à la licorne, il fréquente beaucoup Cluny. Et ce qui l'intéresse dans la tapisserie, et c'est vraiment une des choses d'ailleurs qui l'amène à s'éloigner de la peinture, c'est qu'on a une interprétation obligatoire et une planéité qui vient obligatoirement se faire. On ne peut pas être dans la même mimésis, dans la même imitation de la nature, dans les volumes notamment, on n'a pas du tout la même approche. Et cette forme de planéité l'intéresse énormément. Ça, il est absolument subjugué par cette tapisserie, la Dame à la licorne. Ah, il trouve sa voie, il dit, c'est ce que je vais faire. Alors, il a créé un tout petit atelier dans lequel il y avait 2 puis 3 ouvrières. Son rôle à lui se limitait au dessin de ces fameuses broderies et ces jeunes femmes ensuite jouaient de l'aiguille. Judith Cladel racontera: il organise un petit atelier à Banyuls avec 5 ou 6 jeunes filles du village, dont quelques-unes sont expertes en travaux de couture et d'autres sachant à peine tenir une aiguille. Les jeunes filles de Banyuls sont de cette race catalane, vive, fière. Elles vont droites, sveltes, dans les ruelles étroites. C'est à Banyuls qu'il rencontre Clotilde Narcisse, qui vient travailler dans son atelier de broderie à la faveur de la maladie d'une de ses ouvrières. Et donc elle arrive, commence à broder pour lui, et puis des liens se créent, des liens personnels assez rapidement. Et Mayol, avec l'accord de la famille de Clotilde, l'enlève et l'emmène à Paris sans se marier avec elle dans un premier temps. Puis ensuite elle est enceinte de leur fils unique, Lucien, et il va l'épouser peu de temps après. Il y a quelques œuvres qui subsistent, pas autant que l'on voudrait, mais il subsiste en particulier les 2 tapisseries qui ont appartenu à la princesse Bibesco, dont l'une est en quelque sorte la première manifestation importante de Mayol brodeur. C'est la tapisserie que l'on appelle concert de femmes ou concert champêtre, qui a été réalisée en 1894-1895 à Banyuls, exposée à Paris en 1995, et c'est la tapisserie qui l'a fait remarquer des nabis et qui est au moment où leur amitié en fait apparaît. Mais Mayol va s'abîmer la vue à trop travailler. Il doit abandonner la tapisserie et se tourne alors vers un nouveau médium. Pendant que ces ouvrières travaillent sur le métier, à partir des cartons qu'il a réalisés, eh bien, il occupe ses mains. Un morceau de bois, de poirier, et il fera ses premières sculptures.
Au même moment, il découvre le modelage de l'argile, grâce à, dit-on toujours, grâce à un gisement d'argile qui se trouvait à Banyuls. Et je pense qu'à la fois, il a Clotilde sous les yeux et il découvre le plaisir du modelage, le plaisir de cette terre que l'on façonne. Et l'un et l'autre, en fait, vont le conduire vers la sculpture. Il dit très souvent qu'elle lui a été d'un soutien incroyable dans les débuts, surtout dans les moments où ils mouraient tous les deux littéralement de faim. Et donc ce soutien a été pour lui très important de ne pas être seul à Paris. Et puis surtout, comme il l'a dit, je soulève les jupes de ma femme et je trouve du marbre. Donc il a un modèle à disposition, modèle qu'il ne pouvait pas avoir ni à Banyuls où les jeunes filles étaient trop inquiètes pour leur réputation. Donc poser nu pour un artiste, c'était absolument impensable, ni à Paris où c'était assez compliqué. Déjà, il fallait les payer et ça, évidemment, il n'en avait pas les moyens. Les années 1900-1902 marquent un tournant dans l'œuvre de Mayol. Il crée un véritable répertoire de formes préfigurant son œuvre à venir. La perfection plastique de Léda impressionne Rodin et Mirbeau. Ce dernier fait l'acquisition de cette statuette lors d'une exposition à la Galerie Vollard. Un soir, chez moi, Auguste Rodin, étudiant longuement, tournant et retournant une figure de Mayol, me dit « Mayol est un sculpteur aussi grand que les plus grands. Il y a là, voyez-vous, dans ce petit bronze, de l'exemple pour tout le monde, aussi bien pour les vieux maîtres que pour les jeunes débutants. Je suis heureux de l'avoir vu. » Si le mot génie, souvent galvaudé, a encore un sens, c'est bien ici. Oui, Mayol a le génie de la sculpture et pour ne pas le reconnaître, il faut être de mauvaise foi ou très ignorant. On entre dans une salle de Mayol, elle ne vous agresse pas, mais il y a des présences et petit à petit vous trouvez votre bonne mesure et c'est incroyablement roboratif et ça ne mutile pas parce qu'on est aussi bien saisi sur le plan sensuel qu'on est saisi également sur le plan intellectuel et qu'on se met à réfléchir à ce qu'est être au monde. Il est certain que Rodin s'est intéressé à l'art de Mayol et moi j'admire cela en fait. Il a fait l'effort de le comprendre et d'admirer une forme de sculpture qui n'était pas du tout la sienne. Selon la biographe de Mayol, Judith Cladel, ce sont les nabis justement qui le convainquent de déménager vers Marly-le-Roi. Il se rapproche notamment de Roussel, qui habite aussi dans les Yvelines, à l'Étang-la-Ville, et notamment de Maurice Denis, qui habite à Saint-Germain-en-Laye, et tous se retrouvent chez les uns les autres. Et oui, c'est probablement l'influence de ses amis qui le pousse à aller précisément à Marly. La grande chance d'un récit de Mayol, quelque part, vous savez, il faut qu'il y ait une part de chance, c'est que Maurice Denis va le mettre en relation avec le comte Harry Kessler. On sait que depuis le début du siècle, le travail a une grande figure de femme assise. En principe, la date de départ de la Méditerranée, c'est 1904, la rencontre avec Kessler, le dessin que fait Mayol sur un coin de nappe, qui tout de suite enthousiasme Kessler, qui lui commande la figure. Harry Kessler est un mécène allemand. Il s'intéresse de très près au milieu du monde de l'art. Il fait régulièrement des séjours à Paris. C'est tout de même lui qui a été le premier propriétaire des poseuses de Seurat, qu'il avait dans son appartement à Weimar. Ça n'est tout de même pas rien dans l'histoire de la modernité dans le domaine des arts. Il connaît Rodin aussi, qu'il admire bien sûr. Et tout de suite, en fait, une entente s'instaure entre eux. Il y commande de très nombreuses sculptures, à commencer par la future Méditerranée, mais aussi le relief du désir notamment. Il l'emmène à Londres pour qu'il puisse voir les reliefs du Parthénon. Donc ça pour Mayol, c'est capital. Il l'emmène aussi donc en Grèce, où il voit notamment les sculptures d'Olympie. Et de cette connivence naissent donc des œuvres totalement magistrales. Il est sorti de la misère grâce à Vollard, et ensuite on pourrait dire qu'il a eu une aisance financière grâce à Kessler. Et il va pouvoir vraiment se consacrer à cette sculpture et entreprendre celle qui va devenir la Méditerranée.
plusieurs nuits. Oui. Ouais. Non mais attends parce qu'elle n'est pas sortie la couverture encore. Ouais, non, elle a envoyé moi normalement. Vas-y. André Gide l'a décrite ainsi. Elle est belle, elle ne signifie rien, c'est une œuvre silencieuse. Il faut remonter bien loin en arrière pour trouver une aussi complète négligence de toute préoccupation étrangère à la simple manifestation de la beauté. Au Salon d'automne de 1905, la Méditerranée remporte tout de suite un grand succès et elle apparaît comme le manifeste d'une nouvelle sculpture ou d'un renouveau de la sculpture, allant à l'encontre de ce que fait Rodin. Il y a le texte très célèbre de Gide, où il oppose la sculpture de Rodin, cette sculpture véhémente, cette sculpture hurlant d'une certaine façon, à celle de Mayol, qui est au contraire une sculpture calme, une sculpture silencieuse. C'est vraiment le cœur de la démarche artistique de Mayol, c'est-à-dire qu'il commence par être intéressé par une attitude, une vue d'ensemble. D'ailleurs, ces carnets de dessin, on le voit très bien, ce ne sont pas du tout des carnets qui vont dans le détail. Et ensuite seulement, il va travailler plus finement l'attitude et sa composition. Et donc, l'idée de cette forme qui préexiste à tout sujet, c'est véritablement l'originalité de Mayol. Je sais que c'est une sculpture qui a frappé parce que justement, elle était comme un grand ralentissement. On parle beaucoup du slowdown actuellement, mais comme une sorte de grand ralentissement dans cette gesticulation de la sculpture du début du siècle. Je crois qu'elle a été incomprise et que le texte de Gide a un peu divisé ceux qui disaient finalement c'est quoi? C'est une beauté d'indifférence, c'est une beauté insignifiante. Et au fond, on avait des histoires qui vous étaient racontées à travers la pierre, alors plus ou moins bien. Mais là, les sculpteurs se disent, non, c'est fini, le grand récit, c'est fini. Maintenant, apparaît l'autonomie de la forme. Et c'est quelque chose qui change totalement. Et je crois que ça, c'est important de le souligner. Donc Gide a raison. Après son succès critique au Salon d'automne, Mayol reçoit des commandes privées et publiques, dont le monument consacré à Auguste Blanqui, homme politique, révolutionnaire socialiste, qui fut emprisonné une grande partie de sa vie. Je crois que ce n'est pas du tout un hasard si Mayol, qui au départ justement est bercé un peu dans un milieu de pensée libre, de pensée anarchiste, s'est intéressé à Blanqui et a voulu montrer qu'au fond, une sculpture juste, ce qu'on demande à un artiste, c'est d'être juste dans ses formes, parce qu'au fond, avec cette justice dans les formes, dans les rapports, eh bien, on peut induire quelque chose de la justice entre les hommes. L'idée est peu à peu jaillie d'évoquer ce personnage de Blanqui par une figure allégorique, rappelant donc que les circonstances dans lesquelles il avait vécu, plutôt que par un portrait, ce qui aurait été normal pour un monument public à cette date. Et Mayol propose une femme nue pour évoquer Blanqui, ce qui quand même n'allait pas du tout de soi. Et donc cette femme nue, il lui donne le nom d'Action enchaînée, donc c'est une allégorie de Blanqui qui a passé la plus grande partie de sa vie en prison, qu'on surnommait d'ailleurs l'enfermé pour cette raison. Et donc c'est cette femme, les mains liées derrière le dos, dont la force vitale semble malgré tout dépasser sa condition, qui devient emblématique pour lui de Blanqui, mais cela a du mal à passer auprès du comité. Pour autant, Mayol va continuer systématiquement par la suite, quand on lui demande un monument public, à proposer une allégorie de femmes nues qui évoque le grand homme qu'il est censé représenter, mais les comités, au fil du temps, savent très bien, en commandant une statue à Mayol, qu'ils vont avoir une telle proposition, et c'est sans doute pas pour leur déplaire. Alors le monument a été envoyé à Puget-Théniers, et là, il a été placé contre le mur de l'église,
emplacement qui avait été choisi par Mayol, parce qu'il trouvait que cette façade ocre faisait un fond parfait pour sa sculpture. Et là, comme vous pouvez l'imaginer, les bonnes âmes de Puget-Théniers se sont émues en disant qu'il était impossible d'avoir ce nu féminin scandaleux à côté de l'église, que les jeunes filles faisant leur première communion allaient passer devant cette figure et pourraient peut-être avoir le regard attiré par elle au lieu de regarder de l'autre côté, et ont donc en fait obtenu assez rapidement que le monument soit déplacé. Après les commandes publiques, c'est à présent un collectionneur prestigieux qui frappe à sa porte. Maurice Denis avait été chargé par Ivan Morozov de décorer son salon de musique. Et donc il fait des toiles absolument magistrales, monumentales pour décorer le salon. Et quand il se rend à Moscou, qu'il voit les œuvres en place, il se rend compte de deux choses. D'une part, selon lui, il manque encore quelques peintures, donc il va faire une seconde salve de peinture pour compléter le décor parce que l'espace est monumental. Et aussi, il propose à Ivan Morozov de demander à Mayol, avec lequel il est très lié à l'époque, de réaliser des statues de saison qui vont dialoguer avec les décors de Maurice Denis. Morozov lui commandera 4 œuvres. 4 œuvres. Pomone, la flore, le printemps, l'été. C'est fabuleux, fabuleux d'un seul coup, en peu de temps. Mayol, inconnu, absolument inconnu, deviendra riche et célèbre. Ce petit garçon, si timide, si réservé, qui allait penser qu'il allait devenir le plus grand sculpteur qui succédera à Rodin. Après celui à Blanqui, un autre hommage lui est commandé. Cette fois-ci, il s'agit d'honorer Paul Cézanne. Attends, lève pas trop. C'est bon. Moussa, viens prendre le plateau et tu vas le
C'est pas grave, tu descends. On va la régler après. Le plateau, on s'en fout. L'action enchaînée avait encore une certaine signification. On voit bien que c'est une figure qui résiste, qui se manifeste. Honnêtement, la figure de l'hommage à Cézanne pourrait, je pense, être utilisée pour rendre hommage à n'importe quel grand homme ou n'importe quel grand artiste. Alors l'hommage à Cézanne, le monument à Cézanne, au départ est une commande passée là encore par un comité artistique pour la ville d'Aix-en-Provence, d'où est originaire Cézanne. Alors l'histoire est très compliquée, il semble faire des premiers projets très tôt, vers 1907-1908, mais il est investi officiellement par le comité, qui est présidé par Franz Jourdain, qui est vraiment une sommité dans les milieux artistiques parisiens, qu'en 1912. En 1912, il commence donc à proposer une femme nue allongée. Ce qui, là encore, fait l'objet d'aller-retour avec le comité, mais Mayol tient à sa femme nue et travaille dans les années suivantes à affiner sa proposition. Et il travaille vraiment pendant très longtemps sur cette œuvre qui finit par être refusée par la ville d'Aix-en-Provence seulement en 1925. Devant le scandale du refus d'Aix-en-Provence, parce qu'à ce moment-là, Mayol est quand même très connu, l'État français décide de lui acheter l'œuvre et de la placer au Jardin des Tuileries. Ce qui, d'ailleurs, plaît à Mayol, mais l'inquiète un peu, s'il a peur de se faire remplacer par une autre sculpture assez rapidement. Donc très stratégiquement, il choisit un emplacement légèrement décentré, devant un escalier, se détachant sur un fond d'escalier qui lui plaît énormément. Aristide Mayol aura donc mis plus de 17 ans pour mener à bien ce projet. C'est qu'entre-temps, la Grande Guerre vint bouleverser le quotidien de millions d'Européens, y compris le sien. Mayol a eu énormément de liens avec l'Allemagne. Les Allemands ont été ses premiers clients, des clients très riches, généreux, qui ont fait largement appel à lui. Alors, inversement, en France, ça se sait, et au moment de la Première Guerre mondiale, Mayol est tout de suite accusé d'espionnage. On l'accuse d'avoir fait bétonner son jardin de Marly pour qu'on puisse y installer des canons qui vont ensuite pilonner Paris. Mayol est très, très blessé par toutes ces attaques. En 1914, Kessler lui envoie un télégramme lui conseillant d'enterrer ses statues devant l'avancée des troupes allemandes. Et ce télégramme, qui va être saisi, et on va lui reprocher une connivence avec l'ennemi, de fournir des informations confidentielles à l'ennemi, le tout étant relayé par des journaux d'extrême droite. Véritablement, il y a une polémique qui naît à tel point que sa fabrique de papier à Montval, près de Marly, est incendiée par la population qui se retourne, on pourrait dire, contre lui. Il arrive finalement à se disculper grâce à l'appui de Clémenceau, et à ce moment-là, il part à Banyuls. C'est donc à Banyuls, dans sa métairie perdue au milieu des vignes, que Mayol se réfugie pour fuir la folie des hommes. Il y traverse la guerre et travaille à de futurs projets. Les bois gravés occupent une place importante, mais relativement tardive, car même si Kessler, en fait, a commencé à en parler avec Mayol, lui a fait de premières commandes dès les premières années du XXe siècle, dès avant 1910, en fait, les ouvrages eux-mêmes ne verront le jour qu'après la Première Guerre mondiale. Le premier ouvrage à être publié par Kessler et illustré par Mayol, seulement de quelques bois gravés, à ce moment-là, c'est l'Odyssée d'Homère. Et ensuite, le grand projet, c'est l'illustration des églogues de Virgile, où là, on a de très très nombreuses illustrations
Et pour Mayol, c'est l'occasion de représenter dans un paysage idyllique les environs de Banyuls qui, pour lui, sont une sorte de survivance de l'Antiquité. Une fois la guerre terminée, Mayol reprend ses activités de sculpteur et se voit bientôt confier une nouvelle commande. Le monument à Debussy, pour la ville natale de Debussy à Saint-Germain-en-Laye, connaît, comme d'ailleurs de très nombreux monuments, une histoire un peu mouvementée. Le comité avait d'abord pensé à Antoine Bourdelle pour le réaliser. Il se trouve que Bourdelle, à ce moment-là, est vieillissant. D'ailleurs, il meurt très rapidement, en 1929. Et finalement, le comité demande à Mayol, d'ailleurs sur les conseils de Maurice Denis, encore lui, de réaliser le monument. Mayol, à son habitude, propose une figure de femme nue. Là encore, le comité n'est pas tout à fait enthousiaste, mais devant le nom que représente évidemment Mayol à cette période-là, qui est quand même très très connue, s'incline. Et Mayol propose une allégorie de la musique. Alors il faut savoir que par ailleurs, il n'appréciait pas particulièrement la musique de Debussy, donc ça ne lui parlait pas énormément. C'est un grand admirateur notamment de Bach et d'une certaine musique très architecturée d'ailleurs, et avec un sens de la mélodie vraiment très marqué. Et alors, dans un premier temps, le comité est très réticent, et notamment la coiffure de la muse en question, qui est une sorte de macaron. Et donc, Mayol accepte de faire un aménagement, c'est-à-dire de ne pas faire cette coiffure avec un macaron, mais un chignon derrière, mais ne change rien à son allégorie. Et le monument est ensuite inauguré en 1933 à Saint-Germain-en-Laye. Durant l'entre-deux-guerres, Mayol est mis à l'honneur. Plusieurs expositions lui sont consacrées. Pendant l'entre-deux-guerres, Mayol n'a pas cessé de participer à des expositions, mais dans tous les coins de l'Europe et même des États-Unis. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est totalement considéré comme le sculpteur incontournable et même le plus grand sculpteur français vivant à la mort de Rodin en 1917. Malgré cette reconnaissance, l'artiste de 73 ans ne trouve pas la félicité, mais la tristesse. Il en vient même à perdre son goût pour la création. Mais une rencontre vient bouleverser la fin de son existence. C'est l'architecte Jean-Claude Dondel qui met en contact Mayol avec Dina Vierny. Ils discutent ensemble. Mayol lui dit qu'il cherche des modèles. Il cherche sans cesse des modèles, comme tout artiste. Et Jean-Claude Dondel lui parle de la fille d'un de ses amis, Jacques Aybinder, qui, selon lui, serait un Mayol vivant. Mayol a envie de la rencontrer. Il lui envoie une lettre dans laquelle il écrit « Mademoiselle, on m'a dit que vous ressemblez à un Mayol et un Renoir, je me contenterai d'un Renoir. » Après cette lettre, naturellement, la rencontre s'est faite à Marly-le-Roi et très vite, elle a posé pour Mayol. Alors au début, la toute première séance de pose, elle pensait poser une journée. Elle pensait rester par curiosité. Et en fait, cette collaboration a duré 10 ans. Elle commence par poser pour Mayol, d'abord habillée. Et elle est très jeune, et puis voilà, ça ne va pas de soi de se déshabiller non plus pour une jeune fille qui n'est pas un modèle professionnel. Et ensuite, c'est elle-même qui lui propose de se déshabiller, et se noue entre les deux une relation de confiance très marquée. Alors certains ont supposé qu'il y avait une relation amoureuse entre les deux. Je pense que les choses sont bien plus complexes que cela. Déjà, il y a un âge certain qui les sépare, mais enfin, ce n'est pas forcément ça qui aurait pu déranger Mayol. Mais en tout cas, clairement, il y a plusieurs reprises que Dina est comme sa fille. Elle l'aide énormément, elle est très liée avec lui, avec sa femme. Voilà, il y a une confiance qui se fait, et Dina est vraiment acceptée comme membre de la famille chez les Mayol. Ce qui me fait penser à ce qu'un jour Mayol a dit à Dina. Il lui a dit « Dina, votre père vous a créé, moi je vous ai inventé. » C'est grâce à Dina que Mayol se remet à la sculpture, parce qu'à ce moment-là, il est peut-être dans un
creux, on pourrait dire, de sa vie créatrice. Il fait aussi beaucoup de peinture d'après Dinah, énormément. Il se remet aussi beaucoup à la peinture. Et en quelque sorte, ça le relance. Voilà, ça lui permet de donner un dernier souffle à sa carrière. Mais contrairement à ce qu'on croit, elle n'est pas le seul modèle de la fin de la vie de Mayol. Il y a quand même d'autres modèles qui sont là, mais c'est la relation privilégiée qui se noue entre les deux, est évidemment centrale, et on peut vraiment dire que c'est la dernière muse de la carrière de Mayol. Mayol est très séduit par elle, aime travailler d'après elle, même si Dinah en fait est une étudiante et n'est pas du tout un modèle professionnel. Et puis c'est au moment de la guerre, de la Deuxième Guerre, qu'elle prend de l'importance, puisque c'est d'après elle que Mayol fait sa dernière sculpture, Harmonie, qu'il n'aura d'ailleurs pas le temps de terminer. La Seconde Guerre mondiale éclate et voici bientôt la France défaite par l'ennemi nazi. Encore une fois, Mayol se réfugie à Banyuls, mais comme lors de la Grande Guerre, sa réputation souffre de sa germanophilie. Mayol est vieillissant, il fatigue énormément, il se retire à Banyuls, donc il passe de l'autre côté de la ligne de démarcation. Et en fait, voilà, il continue comme ça à créer à Banyuls, on pourrait dire dans un environnement presque privilégié. En tout cas, il ne s'intéresse pas beaucoup à la politique. Mais les Allemands, eux, ne l'ont pas oublié et considèrent que avoir de leur côté, évidemment, un artiste aussi connu que Mayol est un atout pour eux. Donc il se fait énormément courtiser par les Allemands et il se fait tellement courtiser qu'on lui demande de venir en 1942 à l'inauguration de l'exposition Arno Breker, le sculpteur officiel du Troisième Reich, à l'Orangerie à Paris. Et s'il a accepté de le faire, c'est parce qu'il voulait franchir la ligne de démarcation pour revoir son atelier de Marly. Et il s'est bien rendu compte qu'on lui faciliterait tous les moyens de venir à Paris, étant donné qu'on tenait beaucoup à sa présence. On lui a envoyé le chauffeur de Breker, il est allé avec le chauffeur de Breker, il a assisté au vernissage, naturellement il était pris en photo, et il était invité à l'ambassade d'Allemagne. Il revient à Banyuls et Dinah lui dit « Écoutez Mayol, vous avez fait une bêtise. » Il dit « Comment? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ?»« Vous avez fait une bêtise. Il ne fallait pas accepter l'invitation de Breker. » Il dit « Mais Dinah, c'est pas grave, je voulais revenir à Paris. » Et vous savez ce qu'elle a fait? Pour manifester justement son mécontentement, elle a fait grève pendant 1 mois. Elle a refusé de poser, elle est allée chanter dans un cabaret à Marseille. Donc je voudrais dissiper un malentendu. Mayol est tout sauf un collaborateur. Alors, en revanche, ce qu'il n'a pas fait, c'est le voyage en Allemagne, puisque ça, on dit très souvent qu'il s'est joint à Despiau, Bouchard, Derain, etc., qui y sont allés. D'une part, je pense qu'il était trop vieux, et surtout, il avait été en Allemagne avec Kessler, et il trouvait que, voilà, il connaissait bien suffisamment l'Allemagne et qu'il était tout à fait inutile qu'il y retourne. Mais il a cette position, voilà, ce fait regrettable d'avoir assisté à l'inauguration de l'Expo Breker, ce fait regrettable aussi d'avoir accepté d'accueillir des soldats allemands. D'ailleurs, il dit que ces soldats lui font de la peine parce qu'ils ont quitté leur pays et lui rappellent beaucoup les Allemands qu'il a pu côtoyer énormément plus tôt. Donc cet ensemble de faits font que, évidemment, tout cela lui a été reproché et c'est bien normal. L'attitude de Mayol durant cette guerre ne se résume pourtant pas à cette tâche, certes indélébile. Il a aussi pu s'illustrer par des actions plus glorieuses. Dinah Virni a eu
une vie assez agitée pendant la dernière guerre, d'une part parce qu'elle avait des opinions très à gauche et qu'elle était proche de communistes et autres qui n'étaient pas spécialement appréciés par les Allemands, et d'autre part aussi parce qu'elle a fait passer la frontière à un certain nombre de gens qui voulaient fuir la France. Elle prend un sentier qui mène à la frontière espagnole et elle a une rebrouche pour se faire reconnaître des réfugiés. Et elle lui dit « Ma pauvre enfant, je vais vous montrer un meilleur chemin ». Et il lui montre un chemin qui est employé par les contrebandiers. Et il lui prête un atelier pour que ces réfugiés se reposent avant de passer à la frontière espagnole. Et Dina va poser avec la robe rouge pour un tableau qui s'intitule « La robe rouge ». Et effectivement, à Banyuls même, moi j'en ai eu la preuve, on continue à regarder ça avec un peu de suspicion et à considérer d'ailleurs Mayol comme un collaborateur. Mais ceci étant dit, il y a eu tout de même des témoignages extrêmement forts et qu'on ne peut absolument pas soupçonner de quoi que ce soit, du fait qu'elle a fait passer en Espagne un certain nombre de gens. Dina, malheureusement en 1943, s'est fait arrêter à Paris. Mayol est désespéré. Il apprend que son modèle est à la prison de Fresnes et il demande à Breker de sauver son modèle. Breker ne connaît pas du tout Dina, mais il accepte parce qu'il admire Mayol. C'est donc à l'admiration de Breker, davantage qu'à sa germanophilie, que Mayol doit la libération de sa muse. Tous deux de retour à Banyuls, ils peuvent s'atteler à la création d'harmonie. Bonjour Monsieur Mayol. Wie das Problem? Oh, une chic et tout, ça va. Bon. Adieu. Adieu. Mayol. Buongiorno, Monsieur Mayol. Zumba. Vabbè, io che fai oggi? Noi vediamo, abbiamo il giornale. Bueno, Adios, Monsieur Mayol. adios. Pour lui, l'un des plus grands défis d'un sculpteur, c'est de représenter un nu debout. Et il dit que même les jambes du David de Michel-Ange flanchent, quoi. Pour lui, c'est vraiment la grande difficulté d'un sculpteur, ce sont des jambes d'une sculpture nue debout. Et quand vient l'accident de voiture qui va lui coûter la vie, la sculpture n'est absolument pas terminée. Donc la sculpture qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est juste un des derniers états réalisés par Mayol d'une sculpture inachevée. Dina a joué un rôle très important à la fois dans la dernière partie de la vie de Mayol et surtout après sa mort, puisque en fait, c'est elle qui est à l'origine de la fondation Dina Vierny. Et je pense que l'on peut dire que c'est grâce à elle que Mayol existe aujourd'hui. Dina Vierny, déjà, a eu le grand regret de ne pas voir mourir Mayol, de ne pas être là pour l'accompagner dans ses derniers moments, puisque Mayol a cet accident de voiture, et ensuite il va à l'hôpital, il a perdu toutes ses dents, il a probablement une hémorragie interne et il met plusieurs jours à mourir. Donc elle aurait pu, si elle avait été là, en effet, l'accompagner dans ses derniers moments. Mais à ce moment-là, elle était partie pour assister à la libération de Paris. Et donc elle apprend après la mort de Mayol et c'est le grand regret de sa vie. Donc elle a une forme de culpabilité, ça c'est certain, de ne pas avoir été là. Et puis progressivement, elle se sent investie aussi de la mission de transmettre la sculpture et l'art de Mayol aux générations futures. D'abord en aidant son fils, Lucien, qui lui-même n'a pas de descendance directe, donc elle devient ensuite l'ayant droit et l'héritière de Mayol à la suite du décès de Lucien. Et enfin, elle parvient à ouvrir ce musée Mayol, Fondation Dina Vierny, au cœur de Paris, pour pérenniser en quelque sorte tout le travail fondamental qu'elle a fait pour assurer la postérité de Mayol. Et c'est encore grâce à l'action de Dina Vierny que l'on peut aujourd'hui admirer le travail de Mayol en arpentant les allées du jardin du Carrousel.
Une place de choix pour l'artiste qui considérait que son art devait être vu en plein air et disait même « Une statue mal placée est une statue foutue ». Que sa volonté soit faite.